Bonsoir à tous, il est 18h, voici les titres d'autres journaux. Salat El-Juma retransmise aujourd'hui à partir de la Grande Mosquée de Paris, une deuxième fois dans l'histoire de la télévision publique. Nous verrons les réactions des fidèles et nous verrons également l'ambiance empreinte de spiritualité. Les ambassadeurs des pays africains étaient conviés hier à un iftar, l'occasion de parler d'investissement et de mettre en valeur le patrimoine algérien. Au 47e anniversaire de la commémoration de la Journée de la Terre, les Palestiniens sont sortis rappeler leurs droits et dénoncer la répression coloniale. Au Maroc, des milliers de personnes ont manifesté leur colère contre la politique de normalisation avec l'entité sioniste. Enfin, nous terminons ce journal avec une visite au village de Bni El-Mey. Ses habitants l'ont déserté à 2 reprises, une fois pendant la guerre de libération nationale et une deuxième fois pendant la décennie Nord. Aujourd'hui, ils y retournent pour vivre, mais également pour partager leur vécu avec les visiteurs. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Nous entamons ce journal avec ce sujet. Vous étiez nombreux cet après-midi à suivre sur la télévision publique la prière du vendredi retransmise à partir de la Grande Mosquée de Paris. Une initiative afin de renforcer les liens de solidarité de la communauté algérienne établie à l'étranger avec la mère patrie. L'imam s'est exprimé en arabe et en français. Il a rappelé également les valeurs de l'islam en ce mois de piété. Correspondant signé à Afef Blouchet. Nous sommes donc ici pour la deuxième fois dans l'histoire de la télévision publique algérienne pour une retransmission en direct de la Grande Mosquée de Paris. La Mosquée de Paris était un lieu de spiritualité, comme vous l'avez dit, mais en même temps un lieu de solidarité. Grâce au président de la République, Saad Majid Tebboune, qui a toujours eu cette affection pour les Algériens qui vivent en France, d'abord d'avoir offert des iftars pendant le Ramadan. L'année dernière, il l'a fait. Cette année, il a demandé à ce que les 4 vendredis de Ramadan soient consacrés donc à des jeunes étudiants, quelle que soit leur nationalité, mais c'est lui qui voulait l'offrir. Et en même temps, cette solidarité que nous avons lancée sur toute la France, dans toutes les grandes villes principales, où nous distribuons à travers la Fédération de la Grande Mosquée de Paris. Nous, aujourd'hui, distribuons 3500 repas tous les soirs. Ici, à la Grande Mosquée de Paris, les fidèles affluent afin d'accomplir la prière collective du vendredi. Il y en a qui sont jeunes, d'autres moins jeunes, et particulièrement les habitants du quartier, dont on retrouve l'un d'entre eux. Bonjour. Bonjour. D'abord, je sais que vous affectionnez beaucoup la Grande Mosquée de Paris. Pour quelle raison? Pourquoi cette mosquée en particulier? En fait, pour plusieurs raisons. La première et la plus évidente, c'est que j'habite à côté, donc c'est très pratique pour moi de venir ici. Il y a peut-être également une deuxième raison, c'est que de par son histoire, à un moment donné, la mosquée de Paris était le seul lieu de rencontre, de culte de toute la communauté musulmane et en particulier algérienne. Donc, surtout tous les vendredis, venir ici, on est sûr de rencontrer un membre de la famille, un cousin, des amis. Également, franchement, il y a aussi un point très important pour moi, c'est que le côté architectural, franchement, comme vous voyez par vous-même, les jardins et toute la mosaïque, franchement, c'est une beauté superbe. Ici, on se retrouve presque en famille. Et tous les Algériens, tous les musulmans du monde, on est là. C'est une communauté, c'est une famille, quoi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي. Et on revient à Alger, où un iftar a réuni hier le corps diplomatique de plusieurs pays africains et pays amis. La rencontre a permis de parler d'investissement, mais également de mettre en avant les potentialités des entreprises algériennes, mais également de notre patrimoine culturel et culinaire. Commentaire de Amel Bouharba. C'est un iftar qui a réuni des membres du corps diplomatique accrédité en Algérie et des opérateurs économiques. Une occasion de mettre en avant le savoir-faire des entreprises algériennes et le patrimoine culturel et culinaire de notre pays.
Notre vision en tant que Turquie par rapport à l'Algérie mais aussi à l'Afrique, c'est évidemment le partenariat gagnant-gagnant. Et c'est pour cela que nos sociétés sont vraiment intéressées de développer et de partager leur savoir-faire ici en Algérie. Et donc quand ils s'implantent ici en Algérie, ils ramènent aussi leur savoir-faire et ils ramènent aussi des nouvelles technologies ici en Algérie. Plus de 40 investisseurs algériens au Cameroun. Et ça fait partie de l'ensemble de ce que nous essayons de faire ici en Algérie, faire en sorte que les hommes d'affaires algériens aillent au Cameroun et que les hommes d'affaires camerounais rencontrent des Algériens. Parce que le Niger entretient des belles relations, des relations qui sont actuellement au beau fixe avec la République algérienne démocratique et populaire. Elles sont au beau fixe d'autant plus que c'est des relations historiques. C'est des relations historiques, mais aussi c'est des relations de partenariat gagnant-gagnant. L'Algérie est bien indiquée compte tenu des relations, de très bonnes relations qui existent entre nous. Nous allons développer ce phénomène-là, surtout qu'on a deux opportunités qui s'offrent à nous. Lors de cet iftar, il a été également question des opportunités d'investissement en Algérie. Cette rencontre a été marquée par la présence d'un panel d'hommes d'affaires et d'investisseurs. Cela leur a permis de discuter avec les membres des représentations diplomatiques et les ambassadeurs afin d'aborder les perspectives et les opportunités d'investissement. De quoi construire une économie forte et promouvoir le volume des exportations. La contribution de l'Algérie à l'effort de développement en Afrique est saluée. Et afin de promouvoir les investissements et les exportations entre pays africains, Alger abritera les 16 et 17 mai prochains la 9e édition du Forum africain sur l'investissement et le commerce sous le thème « La porte africaine de l'industrie, de l'agriculture et du commerce ». Et les questions dans ce journal des métiers pénibles exercés pendant le mois de Ramadan. Cette pénibilité, vous le savez, est accentuée à cause du jeûne. Les travailleurs rencontrés dans les secteurs du PTPH, dans les boulangeries, par nos équipes, se disent certes fatigués mais décidés à accomplir leurs tâches pendant le mois de Ramadan. Commentaire de Amélie Sélité. Effectuer des tâches ardues ou lourdes n'est pas chose facile durant le mois de Ramadan. Loin des bureaux climatisés, et malgré la fatigue, ces travailleurs font tout pour accomplir leur mission. Que Dieu nous vienne en aide, surtout pendant Ramadan. Nous n'avons aucun souci de travailler pendant le jeûne. Dieu merci, nous avons toujours la force pour travailler. Il faut juste être patient. Ce n'est pas si difficile de travailler pendant le Ramadan. Au contraire, c'est une bonne chose. Le fait d'être actif et de s'occuper toute la journée au boulot. Certains métiers sont déjà pénibles en temps normal. Une difficulté qui se ressent davantage pendant le Ramadan, à l'exemple du métier d'artisan boulanger. On est là pour assurer la disponibilité du pain. Le travail est un peu plus difficile pendant ce mois, mais on arrive à assurer. On travaille le plus normalement possible. On doit répondre à la demande de nos clients. Qu'ils soient maçons, menuisiers, transporteurs, ces personnes accomplissent le jeûne et ne se plaignent pas. D'après eux, le travail pendant le Ramadan est bénéfique pour la santé et un autre moyen de se rapprocher de Dieu. Et dans l'actualité de ce vendredi, on s'arrête devant les efforts en matière de numérisation engagés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Une politique qui permet un gain de temps, d'argent et d'énergie pour les étudiants, pour l'administration. C'est un gage d'efficacité. Couverture de Amélie Sélité. La numérisation est bel et bien engagée dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 6 nouvelles plateformes viennent s'ajouter à celles déjà existantes afin de moderniser le secteur et promouvoir ainsi l'innovation. Dans le cadre de la concrétisation du plan stratégique de numérisation lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique depuis novembre 2022, plusieurs plateformes numériques ont été lancées, offrant ainsi des opportunités de service aux différents acteurs universitaires, à savoir les étudiants et les différentes administrations. Ces nouvelles plateformes proposent des services en matière de gestion des ressources humaines, de bibliothèques universitaires, d'hébergement, de suivi des investissements du secteur et de la formation doctorale initiale, en plus d'une plateforme destinée aux élèves de l'enseignement secondaire.
Nous avons 3 plateformes dédiées aux étudiants et 3 autres dédiées à l'administration. La plateforme Is'alni pour les futurs bacheliers qui pourront s'informer de toutes les formations universitaires proposées. La plateforme PADOC dédiée à l'enseignement à distance des étudiants en première année doctorat. Une autre plateforme pour la gestion de l'hébergement des étudiants. Concernant l'administration, nous avons une plateforme de gestion des ressources humaines, une autre pour la gestion des bibliothèques. Le lancement de ces nouvelles plateformes vise à accompagner la formation des enseignants et la numérisation pour soutenir la réussite des étudiants, ainsi que la numérisation au service des activités de recherche. Dans l'actualité internationale maintenant, les Palestiniens sont sortis en masse pour rappeler leurs droits et leur attachement à leur terre à l'occasion de la journée de la terre. Ils ont été repoussés et gazés par l'armée d'occupation sioniste. Correspondance de Wissam Abou Zaïd, commentaire Raouf Hamouch. C'est dans un rassemblement massif près de la clôture séparant Gaza des territoires occupés que les Palestiniens ont commémoré le 47e anniversaire de la Journée de la Terre, coïncidant avec le premier anniversaire de la Grande Marche du Retour, une année durant laquelle 270 Palestiniens ont été tués et 30 000 autres ont été blessés par des tirs de soldats de l'occupation sioniste. Des pratiques répressives qui n'ont toujours pas eu raison de la détermination des Palestiniens à poursuivre le combat. Le peuple palestinien demeurera uni, déterminé à poursuivre le combat et ce malgré les plans coloniaux pour diviser la population palestinienne. Les événements de 1948 et de 1976 resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Nous lutterons jusqu'à la fin. Et pour témoigner de l'appartenance de ces terres à la Palestine, des milliers d'oliviers ont été plantés. Car il faut dire qu'en Palestine, l'olivier est un symbole de paix qui n'échappe pas aux agressions sionistes. Nous avons planté ces oliviers, symbole de notre pays, la Palestine, symbole aussi de notre lutte pour la liberté et de notre retour à nos terres. Depuis 1967, plus de 12 000 maisons palestiniennes ont été démolies et plus de 2 millions d'arbres ont été déracinés par l'entité sioniste dans les territoires occupés. C'est une journée sacrée pour nous et tous les Palestiniens doivent y participer aujourd'hui. Nous voulons rappeler au monde entier, aux amis et aux ennemis, que ce peuple n'oubliera jamais sa terre. À l'occasion de cette journée de la terre, le Front populaire de libération de la Palestine a condamné la fourniture par les grandes puissances de protection et de soutien sioniste et de couverture politique de leurs crimes en violation des lois internationales. Et toujours à l'international au Maroc, ils étaient nombreux hier et aujourd'hui à manifester leur colère contre la politique du gouvernement marocain qui a conduit un pays contre sa volonté à s'engager dans une entreprise de normalisation des relations avec l'entité sioniste. Les manifestants scandaient des slogans de soutien à la cause palestinienne. Les détails avec Raouf Hamouch. Hier à Rabat, des centaines de manifestants ont envahi les rues pour exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien à l'occasion de la journée de la terre et dénoncer ainsi la normalisation avec l'entité sioniste, synonyme de trahison de la cause palestinienne. L'Observatoire marocain contre la normalisation avait déjà appelé le peuple marocain à faire entendre sa voix et soutenir la cause palestinienne en tant que cause nationale. Les associations et les opposants ne cessent de crier leur désarroi face à cette politique qualifiée de politique de la honte. Ni les menaces ni les arrestations n'ont eu raison de la détermination du peuple marocain à faire entendre sa voix. Le peuple marocain fait montre d'une grande détermination pour faire entendre sa voix et se désolidariser avec la politique du Marzen. Et on termine ce journal avec cette visite du village Bni El Mey à Sétif. Ses habitants l'ont déserté à 2 reprises, une première fois durant la guerre de libération nationale, une deuxième pendant la décennie noire. Aujourd'hui, ils y retournent pour vivre, mais également pour partager leur vécu avec les visiteurs et les touristes. Reportage de Bete Amardi. C'est l'un des villages les plus anciens de Sétif. Bni El Mey est situé dans la commune de Boutaleb, à plus de 70 km du chef-lieu de Wilaya. Ses habitants sont de retour après l'avoir déserté lors de la décennie noire. Ce village est riche en histoire car il a participé à la révolution de novembre, selon les témoignages recueillis sur place.
C'est un ancien village. Nous avons l'une des plus anciennes mosquées appelée Sidi Mazouz. Il y a aussi la mosquée Ould Sidi Hillal et la mosquée Sidi Mbarak. Notre village est historique. Les soldats français l'ont envahi dans les années 54 et 55. Les Moudjahidines prenaient leur nourriture de la mosquée Sidi Mbarak. Notre village compte 6 à 7 martyrs. Notre région a connu une très grande bataille en 1957, au mot appelé Ouad Ben Nasser. Notre village s'est organisé pour rejoindre nos frères et leur prêter main forte. 5 sont morts en martyrs. Il reste en vie l'Amri Ahmed. À la fin de l'année 57, nous avons été déplacés pour vivre une année dans un village pas loin de Boutaleb qui s'appelle Armaïm. Ensuite, nous avons été transférés dans un autre village et ainsi, d'un village à un autre, jusqu'à l'indépendance en 62, nous sommes revenus dans notre village. Mais la décennie noire nous a fait encore fuir, mais aujourd'hui, nous sommes de retour. Les familles veulent restaurer leur maison. Aujourd'hui, les habitants du village sont contents de retrouver leur maison qu'ils veulent restaurer pour y vivre dans ce cadre naturel et agréable. Après le retour de la stabilité dans la région, les habitants veulent revenir au village. Les autorités ont entendu leur appel et ont intervenu pour alimenter le village en électricité et maintenant au gaz naturel. Il ne reste que le branchement. Les habitants de notre village appellent aujourd'hui les autorités concernées pour les aider à restaurer leur maison. Benilmey, un village ancestral qui tombe en ruine et qui n'attend que sa restauration pour préserver un pan du patrimoine et de l'histoire de notre belle Algérie. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Bon, merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité, Sarah Tolko.